L'essentiel, la suite, on va plus loin tout de suite avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire, le Rwanda doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Prise de position très ferme d'Emmanuel Macron aux côtés d'Étienne Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, venu à Paris demander justement le soutien de la France face à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. C'était Félix Tshisekedi évidemment. Israël entrera dans Rafah. Benyamin Netanyahou déterminé à poursuivre son offensive au sud de Gaza, même en cas d'accord de trêve avec le Hamas. Le mouvement palestinien qui réserve toujours sa réponse. Israël lui donne jusqu'à demain, mercredi. C'est l'essentiel tout de suite. Félix Tshisekedi dit voir une lueur d'espoir à l'horizon à l'issue d'un déjeuner avec Emmanuel Macron ce mardi à l'Élysée. Le président congolais venu chercher un soutien explicite de la France face aux violences qui déchirent l'est de son pays, la RDC. Une véritable crise humanitaire dont Kinshasa attribue la responsabilité à son puissant voisin, le Rwanda. Les explications de Clérence Valeur. Mars 2022. Presque 10 ans après avoir été chassé de l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée congolaise et les casques bleus, le groupe rebelle M23 lance une série d'attaques sur des positions militaires aux frontières avec l'Ouganda et le Rwanda et occupe de larges parties du territoire de Nord Kivu. Raison avancée pour la reprise des armes, Kinshasa n'aurait pas respecté ni mis en œuvre les accords conclus en 2013 entre les deux parties sur la démobilisation et la réinsertion de leurs combattants. Le M23, qui tire son nom de l'accord de paix conclu le 23 mars 2009, a déclaré se battre contre la marginalisation politique et le manque de représentation des Tutsis dans la région. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, la communauté de l'Afrique de l'Est initie le processus de Nairobi, en parallèle du sommet de Luanda. Si le premier se focalise sur les groupes armés, le second se concentre sur les relations entre Kinshasa et Kigali, qui ne cessent de se dégrader. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles. Une accusation corroborée par l'ONU qui publie un rapport d'experts fin décembre 2022 qui évoque l'intervention de l'armée rwandaise en RDC aux côtés du M23. Kigali a nié ces accusations et aujourd'hui le Rwanda ne s'exprime plus sur le sujet. Face au M23, l'armée congolaise est soutenue par les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et les Wazalendo, des milices locales pro-gouvernementales. En janvier 2023, le groupe rebelle se retire brièvement de certaines localités occupées. Mais les pourparlers de paix échouent et en octobre, de nouveaux combats éclatent. Et le mouvement menace de plus en plus Goma, la capitale régionale. D'après l'Agence des réfugiés de l'ONU, depuis le début des affrontements en 2022, 3,3 millions de personnes ont été déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Allez, c'est donc face au Rwanda que Félix Tshisekedi à Paris aujourd'hui attendait une prise de position claire de la France au nom de l'amitié avec la République démocratique du Congo, premier pays au monde en nombre de locuteurs francophones. Le président français a appelé Kigali à cesser son soutien au M23. Écoutez les deux chefs d'État. Pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue, c'est-à-dire il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Patricia Lémonière, le ton d'Emmanuel Macron vous semble suffisamment ferme à l'égard du Rwanda ? J'ai envie de dire qu'Emmanuel Macron, comparé à ses déclarations du printemps 2023, a beaucoup évolué, qu'il avait fait à Kinshasa, où il n'avait pas pu pointer du doigt directement Kigali. Là, maintenant, c'est fait, c'est précis, c'est clair, effectivement. Il pointe du doigt la responsabilité du Rwanda dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Quant à savoir, et c'est la vraie question, si ces propos auront une quelconque influence sur le terrain, ça, je n'en crois pas un mot. Enfin, c'est des propos, c'est un soutien diplomatique au président
Tshisekedi, mais ce n'est pas autre chose. Et il faut dire que le président de RDC avait quand même manifesté tout un travail de lobbying en amont de cette visite, laissant entendre que, ma foi, effectivement, le plus gros pays d'Afrique francophone pourrait s'éloigner complètement de la communauté francophone. Enfin, il y avait tout un travail qui avait été fait en amont. Et puis aussi un autre travail de lobbying sur la richesse économique que représente la RDC et l'absence pratiquement des industriels français comparé à tous les autres industriels, mettant en avant aussi comment la RDC avait revu sa législation en matière économique et financière. Donc on voit bien qu'il y avait tout ce travail qui a été fait. La France, finalement, va dans le sens du président congolais et ne peut que le satisfaire, mais sur le terrain, je crains malheureusement que ça reste sans peu d'effet. Il faut dire, hein, Bruno, que Paris avait fait des gestes en direction de Kigali ces dernières années, en poussant une Rwandaise à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, pour un pays qui est de plus en plus tourné, au contraire, vers le monde anglophone. Et puis, il y avait aussi cette reconnaissance du rôle de la France dans le génocide au Rwanda. Il a des chances d'être entendu aujourd'hui par Paul Kagame, Emmanuel Macron ? Je pense que, moi je suis assez d'accord avec Patricia, que ça ne va pas changer grand-chose sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a une forme de soutien diplomatique, mais il n'est pas non plus allé trop loin. Il n'a pas répondu à toutes les demandes de Félix Tshisekedi, qui souhaitait des sanctions contre le Rwanda. Donc là, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait poursuivre les sanctions ciblées contre des individus qui existaient déjà et que ça, on pouvait continuer là-dessus. Et puis, le président Tshisekedi souhaitait même que la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, porte le dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Et là-dessus, Emmanuel Macron ne s'est absolument pas engagé. Alors la position de la France, elle est un peu difficile à cause de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une position un peu d'équilibriste entre un Rwanda avec lequel on cherche à rétablir de bonnes relations après le drame du génocide, et c'est en particulier l'orientation qu'a voulu donner à la diplomatie française Emmanuel Macron, après en particulier Nicolas Sarkozy. Mais aussi, il sait qu'il doit absolument renouer un dialogue important, politique, diplomatique, économique, avec la RDC et ses richesses, parce que c'est vrai que les industries françaises qui ont été plus présentes dans le passé, aujourd'hui ne sont pas dans une position extraordinaire. Donc là, d'ailleurs, il y a eu aussi des accords qui ont été, ou des pré-accords qui ont été conclus dans plusieurs domaines sur l'eau, les transports, la santé, avec des entreprises françaises. Donc voilà, c'est cette position un peu équilibrée qu'a voulu tenir Emmanuel Macron, mais c'est vrai en disant des choses plus claires quand même qu'il y a un an. En demandant aussi, pour prix de ce retrait d'une certaine manière du Rwanda derrière le M23, que de son côté, la RDC mette fin aux agissements des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe armé Hutu qui compte d'ailleurs dans ses rangs d'anciens responsables ou proches de responsables du génocide, et qui est aussi l'une des principales raisons du contentieux actuel entre RDC et Rwanda, Patricia. Ben oui, l'histoire remonte... Il aurait obtenu des garanties de Tshisekedi. Oui, l'histoire remonte quand même à 1994, au génocide effectivement au Rwanda. Les Hutus fuient effectivement en RDC. Après, le Rwanda pousse les Tutsis congolais, précisons bien, à effectivement lutter pour renverser le pouvoir du maréchal Mobutu à Kinshasa, et on profite de cette lutte pour effectivement s'en prendre à tous ces réfugiés Hutus rwandais qui étaient réfugiés à la frontière. Parce que selon les Rwandais, ces réfugiés Hutus, parmi eux beaucoup d'anciens génocidaires, menaçaient sa sécurité intérieure. Et c'est depuis cette histoire qui ne cesse de se répéter, avec des guerres multiples qui naissent, qui s'effacent, qui reviennent, etc. Le président d'ailleurs Tshisekedi disait dans sa conférence de presse ou dans le discours qu'il a fait à propos de son livre qu'il y avait plus de ces guerres depuis 1996 auraient fait plus de 10 millions de morts. Donc c'est énorme. On n'en parle pas. On ne parle absolument pas des exactions qui se passent dans les forêts rwandaises où 9000 femmes ont été violées. 9000 femmes que pour l'année 2020. Donc vous imaginez ce que tout cela représente. Donc ça, la communauté internationale n'en parle pas trop. N'en parle même pas du tout, j'ai envie de dire. Des déplacés aussi.
des millions de déplacés, encore récemment. Donc, on ne parle que très peu de ce drame. Alors, parce que effectivement, c'est un endroit où il n'y a pas de route, très peu de route. C'est la forêt tropicale, c'est la forêt vierge, c'est un endroit où je suis beaucoup allée, qui est très difficile d'accès aussi. Et puis, il y a de nombreux groupes armés, plus de 120 groupes armés, qui sont effectivement en soutien à l'armée congolaise, ou M23, à l'armée congolaise, et font face au M23, donc soutenu par l'armée rwandaise. Et c'est ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, je trouve, hormis cette imbrication des forces, on ne sait plus qui est qui, hormis cette imbrication des forces, on a surtout un discours anti-Tutsi très violent qui est en train d'être mené à Kinshasa, parce que ça sert effectivement au pouvoir pour expliquer les échecs qu'il a dans bon nombre de domaines, des domaines économiques et sociaux. Oui. Eh bien, on trouve un accusé. Le problème, c'est que ces Tutsis sont congolais. Certains sont congolais. Il y a bien sûr une présence de l'armée rwandaise en soutien de ces Tutsis congolais. Derrière ces luttes de clans et territoires... Oui, c'est complètement nié par le président Tshisekedi, vous l'avez entendu. Oui. Pour lui, il s'agit du Rwanda. Les Tutsis congolais, en fait... Une coquille vide. Il a dit une coquille vide. C'est une coquille vide, en fait. Si on comprend bien, pour lui, ce sont des soldats de l'armée rwandaise. Et pour lui, il y a avant tout, au-delà de ces luttes de clans et de territoires, la convoitise du sous-sol congolais. Parce que c'est de ça aussi dont il est question. Bruno, c'est le minerai. Alors, c'est quand même vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont un peu étranges. Par exemple, quand on regarde les exportations de cobalt ou de coltan à partir du Rwanda, alors que l'essentiel des ressources se trouve en RDC. Donc, oui, il y a forcément une forme aussi de prédation économique, prédation qui est aussi partagée, en plus, à l'intérieur de cette province, par tous les groupes armés entre eux, ce qui complique encore un peu la donne. Donc, bien sûr, Kinshasa aimerait récupérer la mainmise sur ces ressources économiques. Des minerais qu'on trouve tous dans nos téléphones portables. Voilà, qu'on trouve absolument. Donc, ça aussi, c'est un enjeu absolument essentiel et une des raisons pour lesquelles aussi cette guerre perdure quand même. Et du drame humain aussi, parce que les conditions dans lesquelles ces minerais sont exploités, souvent par des groupes armés en dehors de tout contrôle étatique, c'est quasiment de l'esclavage moderne. Mais souvenez-vous, le pape, quand il était allé en RDC, avait parlé de ce pillage international de ce pays qui est une mine à ciel ouvert. Et avec la complicité de la communauté internationale, je le répète. Voilà. Et aujourd'hui, donc, Emmanuel Macron indique que les deux pays ont souligné leur volonté de travailler ensemble à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Donc le but, c'est de lutter contre les trafics. Ouais. Entre les mots et la faisabilité, il y a un chemin à parcourir qui risque d'être très très long. À suivre. Donc, y aura-t-il un accord de trêve ou pas à Gaza? La réponse du Hamas se fait désirer. Sa délégation a quitté le Caire pour Doha afin d'étudier la dernière offre en date. Israël se dit prête à attendre une réponse jusqu'à demain soir, mercredi. Mais pour Benyamin Netanyahou, cela ne change pas l'objectif fixé à entrer dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, qu'une trêve soit conclue ou non. Pauline Godard. Le Premier ministre israélien n'a en fait pas d'autre choix. Il l'a dit et répété depuis le début de la guerre contre le Hamas. Le but est d'éradiquer le Hamas. C'est pourquoi il l'a encore dit et répété ce mardi. Il lancera une offensive sur Rafah, qu'il y ait un accord ou pas avec le Hamas. Il est aussi sous pression, la pression de deux ministres qui sont au sein de son gouvernement. Il s'agit de deux ministres d'extrême droite. Il s'agit de ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, et du ministre des Finances. Ce ministre, c'est Smotrich, qui menace de faire tomber le gouvernement et la coalition gouvernementale, et bien si cette opération sur Rafah n'est pas lancée. Il a d'ailleurs convoqué, Smotrich, une réunion d'urgence de son parti aujourd'hui. Il s'est exprimé juste après et il a dit que si un accord était passé avec le Hamas, eh bien cela signifierait qu'Israël lève le drapeau blanc et que ce serait une victoire du Hamas. Il a également dit aux familles qu'il comprenait leur douleur, mais qu'il pensait à l'avenir des Israéliens. Alors en ce qui concerne l'accord, le potentiel accord, le Hamas est toujours en train de l'étudier. Selon une source égyptienne citée ici par les médias israéliens, ce qui bloquerait toujours pour le Hamas, c'est que Israël refuse un cessez-le-feu permanent, et selon certains médias israéliens qui citent un responsable israélien, il y aurait dans l'accord une pause qui serait proposée de 10
semaine contre l'échange de 33 otages. 900 prisonniers palestiniens pourraient être échangés également contre ces 33 otages. L'État hébreu serait également d'accord pour laisser les Palestiniens retourner dans le nord de la bande de Gaza et les contrôles de sécurité pourraient être faits pour retourner dans le nord de la bande de Gaza par l'Égypte. Tout ça bien sûr à prendre avec des pincettes et cela reste des options qui ont été mises sur la table. En tout cas, en ce qui concerne ce potentiel accord et cette proposition israélienne, beaucoup disent ici qu'Israël a fait d'importantes concessions, comme ce que disait Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain hier, qui est d'ailleurs arrivé ce soir en Israël. Alors une position israélienne qui demande quand même quelques éclaircissements. Bruno, Israël dit prendre une décision concernant Rafah quand le Hamas aura donné sa réponse. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on voit les tiraillements au sein même du cabinet israélien qui risque de perdre deux de ses ministres en cas de trêve, oui, voire d'abandon de l'option Rafah? Oui, alors voilà. Ils ne sont pas sur la table. Il y a l'aspect politique à l'intérieur. Voilà. Et là, en fait, on a l'impression qu'Israël met un ultimatum et un coup de pression sur le Hamas pour dire, en gros, si d'ici demain soir, on n'a pas de réponse, on comprend qu'en fait, il n'y a pas d'accord sur la trêve et donc on peut continuer, ce qu'ils ont déjà un peu commencé à faire quand même, à bombarder certaines zones à Rafah ou tout près de Rafah. On peut l'interpréter comme ça. Après, la position israélienne, elle est quand même effectivement très fortement conditionnée par les conditions même de l'existence de la coalition gouvernementale, avec donc un des ministres de l'extrême droite, Smotrich, qui en remet une louche, si vous me passez l'expression, sur le thème un cessez-le-feu permanent. Déjà, une période de trêve, c'est limite acceptable. Si on va plus loin, c'est la fin de la coalition. Et ils savent très bien que si c'est la fin de la coalition, ils savent très bien que pour Benyamin Netanyahou, les choses alors se présenteraient pas sous un jour très favorable. Donc il y a effectivement tout cet aspect quand même de politique intérieure qui joue un grand rôle. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui Benyamin Netanyahou a dit une phrase qu'on ne sait pas trop comment comprendre, puisqu'il a dit « avec ou sans trêve ». L'armée israélienne ira à Rafah. Mais l'idée d'une trêve, c'est justement que les combats s'arrêtent et que donc l'opération sur Rafah soit suspendue le temps de la trêve. Bon, on a bien compris que la position israélienne, ce serait, après la trêve, de lancer son opération s'il y a un accord. Mais je pense que là, Benyamin Netanyahou a surtout fait de la politique pour montrer sa détermination en tout état de cause à ce que l'armée israélienne aille au bout de sa logique, puisque les militaires disent qu'il y a encore 4 ou 5 bataillons du Hamas à Rafah, et plus exactement sous Rafah, et que donc on ne peut pas s'arrêter là. Une trêve temporaire, donc, qui ne ferait que retarder l'assaut inéluctable sur Rafah. C'est ainsi que vous le comprenez, Patricia Alémonière. On avait le sentiment jusqu'à présent que la réponse était du côté du Hamas, mais on s'interroge, la position israélienne est-elle si ferme que cela ou si claire ce soir en faveur d'une trêve? Moi, j'ai envie de dire que ce soir, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a fait du en même temps pratiquement. C'est-à-dire qu'il a dit de toute façon on ira à Rafah. Alors avec ou sans la trêve, de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, encore à définir. Et puis, en même temps, moi, je me tourne vers mes familles d'otages. Vous voyez, je fais un geste, je suis d'accord pour faire ce plan, cette pause, pour libérer vos otages. Mais en même temps, dit-il assez dur, « Ah, mais j'arrête pas la guerre, je la continue. » Donc, voilà, ça c'est le contexte, effectivement, totalement intérieur. Qu'en est-il autrement moi, je crois que l'armée israélienne ne peut pas, je ne dis pas que je lui donne raison, je dis ne peut pas lâcher l'idée de prendre ce fameux corridor de Philadelphie qui est à la frontière égyptienne, qui lui permettrait de contrôler beaucoup plus ce qui se passe sous terre et sur terre dans cette partie du territoire de Gaza. Donc elle voudra avoir cette partie-là, peut-être in vitam aeternam, enfin l'occuper en quelque sorte, et puis peut-être avoir aussi une partie dans la partie centrale qu'elle occupe aujourd'hui aussi, avec beaucoup de checkpoints, et qui se termine sur cette fameuse jetée qui est en train d'être construite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire américaine. Donc ça, c'est l'idée, effectivement, des Israéliens, en ayant au préalable démoli, comme vous le dites très justement, les 4 ou 5 bataillons qui restent du Hamas. Pourquoi le Hamas prend-il son temps? Par le Hamas, d'abord, il faut que tout ça arrive, montre, descende sous terre et sur terre. Et puis aussi, c'est la fête juive. Et on ne pouvait pas du tout imaginer... qui se termine aujourd'hui. Qui se termine donc aujourd'hui. C'est pour ça qu'à partir de demain,
on attend une réponse, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que le Hamas fasse, entre guillemets, ce cadeau à Israël le jour de la fête juive. Donc, ils vont prendre leur temps, ils attendent. Et d'où la phrase aussi de Benjamin Netanyahou, c'est demain. Parce qu'il a quand même très bien compris ceci. Et puis, il y a la pression internationale quand même sur les deux groupes, qui est importante, parce que le Qatar met la pression aussi en disant que peut-être ils vont peut-être pas pouvoir rester longtemps au Qatar, d'où l'idée de peut-être aller en Jordanie, ce qui a fortement déplu aux Jordaniens. Donc, on sent très bien qu'il y a des pressions aussi bien sur le Hamas politique, que sur le régime israélien aujourd'hui. Qu'attend le Hamas pour donner une réponse qu'on attendait hier? À quoi est conditionné son accord, Bruno? À ce que vient de dire Patricia, la fête juive d'une part. Oui, enfin, il n'y a pas qu'un calendrier religieux. On imagine qu'il y a quand même de vraies raisons politiques aussi, non? Je pense que pour eux, c'est important, parce que sinon... mais il y a effectivement aussi, sans doute, le calcul que, finalement, plus on fait durer ça, plus on pourrait, je ne sais pas, peut-être obtenir davantage de détenus palestiniens. Tony Blinken parlait d'une proposition israélienne extrêmement généreuse. Donc, a priori, il s'agirait le Hamas relâcherait 33 otages israéliens contre quasiment 1000 détenus palestiniens. Il y aurait un problème de part et d'autre sur les garanties, parce qu'une fois qu'on a donné son accord sur telle ou telle mesure, après il faut voir ce qui verrouille la mesure, et le Hamas est toujours très réticent, alors vis-à-vis, lui en interne, vis-à-vis de ses troupes, sur le côté cessez-le-feu provisoire, puisque depuis le début, il réclame un cessez-le-feu permanent et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Donc renoncer à ça, c'est quand même très compliqué pour son récit idéologique, en fait. Et puis c'est opter pour un simple sursis, parce qu'on le sait, Israël est déterminé à éradiquer le Hamas. Oui, c'est opter de toute façon pour un possible sursis. Après, 6 semaines ou 8 semaines, ça leur permet quand même peut-être de se réorganiser un peu, quoi. Alors on l'a vu aujourd'hui aussi, ces images de cette jetée temporaire, ce port finalement qui est construit donc par les États-Unis au large de Gaza pour acheminer davantage d'aide humanitaire, parce que pour l'instant, ce qui parvient au territoire palestinien, c'est par la voie terrestre, essentiellement le terminal de Rafah, et donc étroitement filtré aussi par Israël, ce qui explique que l'aide ne parvienne qu'au compte-gouttes. Alors, concrètement, c'est quand même 300 millions de dollars. Ça va véritablement changer la situation des Palestiniens, ou c'est simplement un effet d'annonce? Bonne conscience pour les Américains d'une certaine manière, et une cautère sur une jambe de bois, Patricia Lémonière. D'abord, ce n'est pas totalement construit. Il y a 2 jours, je crois qu'il y a eu des tirs de roquettes, on ne sait pas bien quoi. Sur le port artificiel? À l'endroit où la construction s'opère. Donc voilà, personne ne dit c'est moi, on ne sait pas si c'est les Palestiniens ou les Israéliens. Bon, c'est un peu l'inconnu. Donc la construction n'est pas finie, n'est pas faite. Mais les Américains ont dit que ce serait prêt jeudi. Oui, c'est pas tout à fait. Chypre a dit que les Américains. Chypre a dit que les Américains. Chypre a dit. Oui, mais si vous voulez, c'est autre chose que d'amener un bateau pour être dans les temps, puisque ça devait être début mai. Joe Biden s'était engagé. C'est autre chose qu'amener un bateau début mai en déchargeant que de faire des rotations qui sont prévues. Et les rotations prévues, comme c'était, ce n'est pas pour début mai définitivement. Et puis une fois que ça arrive, il faut, après, distribuer. Et c'est bien là le problème. Les Israéliens avaient misé au départ sur des familles gazaouis pour s'occuper des livraisons et des clans, des grands clans riches gazaouis. On voit que ça ne marche pas. L'ONU, pour l'instant, l'UNRWA, on voit bien que l'UNRWA et ne veut pas. Donc il y a toujours ces gros problèmes de distribution. Il ne suffit pas qu'un bateau arrive avec 50 tonnes d'aide qui sera filmée par le monde entier et tout le monde fera sa pub autour pour dire que l'aide... Sur le soupçon de captation de cette aide par le Hamas, Bruno Darroux. Je ne parle pas de captation d'aide. Moi, j'ai dit que c'est la difficulté de distribution. Par les gens sont affamés, attaqués, enfin bref. Alors après, il y aura toujours un risque, parce que si j'ai bien compris, en fait, les fournitures seraient vérifiées à Chypre. Alors, on imagine en particulier par les Israéliens. Et ensuite, mais il y a quand même près de 400 km. Alors déjà, en termes de rotation, c'est quand même logistiquement une sacrée opération. Alors après, est-ce qu'arriver sur place, il y aurait une partie qui serait captée par le Hamas, il y a toujours un risque. Mais c'est vrai que d'un côté, ça va mettre du temps, je suis d'accord avec Patricia,
Après, côté américain, il y a aussi un aspect de politique intérieure, comme en pleine campagne électorale. Joe Biden va pouvoir dire, regardez, je fais quand même quelque chose pour les populations palestiniennes, pour essayer de calmer ces campus un peu hystérisés ces derniers temps, quoi. Donc il y a cet aspect-là aussi. Il y a beaucoup plus de camions qui sont quand même aussi. Il y a eu plusieurs centaines de camions qui sont passés, sans parler des 400 ou 500 comme avant la guerre. Enfin, il y a eu les Israéliens ont fait un effort pour laisser passer un peu plus, je dis bien un peu plus de camions, mais il reste le problème de la distribution. Et un problème qui ne fera que s'accentuer, évidemment, on imagine, en cas d'offensive au sol à Rafah. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Américains hâtent aussi la distribution par la voie maritime. Merci beaucoup Patricia Lémonière. Également Bruno Darroux, c'était On va plus loin. On se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau journal dans l'essentiel. Restez avec nous.